La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement sur des sujets européens. Et la parole est à monsieur Arnaud Richard. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec le plan Juncker, la Commission européenne met enfin l'accent sur la croissance. C'est une bonne direction et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais nous avons tous en mémoire le pacte pour la croissance et l'emploi de 120 milliards d'euros inventé par François Hollande pour justifier son revirement sur le traité européen. Plus de 2 ans après ce pacte de 120 milliards d'euros, mes chers collègues, un bilan pour la France qui est assez calamiteux et on ne peut que le regretter. Alors vous comprendrez nos questionnements sur ce plan Juncker, présenté comme l'alpha et l'oméga du retour à la croissance. Ces 300 millions d'euros, à l'échelle de la France, sur 3 ans, c'est à peu près 45 millions d'euros par an. En même temps, aucun retour n'est garanti sur les fonds qu'apporteront les États à ce plan Juncker. Et donc, on peut légitimement craindre, mais le gouvernement va nous rassurer, que ces euros ne viennent en fait que compenser la baisse des crédits. Je pense aux 5 milliards d'euros de la rénovation urbaine. S'agit-il, oui ou non, de 5 milliards d'euros qui viendront par le plan Juncker et uniquement par le plan Juncker? Enfin, Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas enfin venu le temps de se poser la question du déficit structurel? Et ne faut-il pas profiter de ce plan Juncker pour que tous les investissements d'avenir passent par les fourches codines de ce plan Juncker et soient enfin retirés du déficit structurel pour que l'on puisse préparer l'avenir de notre pays? Merci, monsieur Richard. La parole est à monsieur Emmanuel Macron. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Richard. D'abord, je ne peux pas vous laisser dire que le plan de croissance de l'été 2012 n'a donné aucun résultat. Parce que, grâce à l'augmentation de capital qui a été alors décidée pour la BEI, la France a augmenté les crédits sur le territoire et sur chacun de nos territoires de la BEI, qui est passé de 4,5 milliards environ par an en moyenne à plus de 7,5 milliards dans les années qui ont suivi. Donc il y a eu un résultat concret dont plusieurs territoires ont pu voir la réalité, et donc ça n'est pas vrai de dire que nous n'aurions eu aucun résultat en juin 2012. Le plan Juncker, qui a été en effet proposé par le nouveau président de la Commission européenne, sera débattu jeudi par les chefs d'État et de gouvernement. Il a été accueilli favorablement puisque, comme vous le disiez, il va dans la bonne direction. Ce plan a vocation, à partir de 21 milliards d'euros, d'argent public communautaire d'une part et de contributions de la BEI, de permettre de déclencher des contributions publiques et privées pour atteindre un objectif de 315 milliards d'euros. La volonté du gouvernement et la parole que portera le président de la République, c'est d'une part que ce plan permette d'aller plus loin et donc de lui demander plus d'ambition en termes de contributions européennes, d'aller plus loin aussi dans ce que ce plan permettra de faire au niveau européen. Et il ne faut pas s'interdire qu'il y ait plus de fonds propres qui soient mis sur la table et qu'éventuellement l'instrument ainsi constitué puisse lui-même avoir des capacités d'émission communes pour aller au-delà et avoir une capacité d'intervention publique supérieure. Enfin, le débat s'ouvre, il a été porté au niveau des ministres des Finances par Michel Sapin et quelques-uns de ses collègues. Il sera porté par le président de la République dès demain pour avoir une politique macroéconomique plus adaptée dans le contexte actuel, en termes de meilleure coordination de nos politiques budgétaires et, même s'il ne faut jamais en parler, souhaiter que, dès janvier, une politique monétaire plus adaptée accompagne aussi nos efforts. Merci, ministre de l'économie. La parole est à madame Danielle Roy. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre en saluant Madame Royal, retenue à Bruxelles et que j'ai eu l'honneur d'accompagner à Lima. Dans son projet de programme pour 2015, présenté officiellement hier, la Commission européenne envisage d'abandonner purement et simplement les projets législatifs consacrés à la qualité de l'air et à l'économie circulaire. Le supposé mieux légiférer du président Juncker ne peut aller à l'encontre des choix des citoyens et risquer ainsi d'aggraver encore la crise de confiance envers l'Union. Car ces 2 paquets législatifs ne sont nullement superflus.
Avec 10 autres ministres de l'Environnement en phase avec les ONG environnementales, Ségolène Royal a justement appelé l'attention de la Commission sur leur importance. La pollution de l'air est la première cause de mortalité prématurée dans l'Union européenne. Ces morts sont liées à l'augmentation des maladies respiratoires et des cancers provoqués par la dégradation de l'air extérieur et intérieur. Légiférer est donc non seulement une nécessité en termes de santé, mais représente aussi une économie potentielle de plus de 140 milliards d'euros. Le groupe écologiste considère que revoir à la baisse l'ambition politique en la matière constituerait un recul inacceptable. Quant à l'économie circulaire, elle est déjà à l'œuvre dans l'Union et contrairement à ce que les lobbies industriels essaient de faire croire, elle est source d'innovation et de croissance. Songez par exemple que près des 2/3 des 2,5 milliards de tonnes de déchets produits chaque année en Europe ne font aujourd'hui l'objet d'aucun recyclage. 70% des déchets municipaux pourraient pourtant être recyclés d'ici 2030. Vous voyez bien le nombre d'emplois qui peuvent ainsi y être associés. Sur ces deux grands sujets de santé environnementale et d'économie sociale, quelle suite le gouvernement compte donner à cette démarche de protestation face à la Commission européenne? Comment faire infléchir cette décision qui provoque inquiétude et colère? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Danielle Auroi. Je vous remercie de cette question qui concerne le programme de travail qui a été adopté par la Commission européenne hier pour l'année 2015 et qui est présenté aujourd'hui même devant le Parlement européen à Strasbourg. La Commission européenne a décidé, parallèlement à l'identification de ses grandes priorités, la croissance, l'emploi, une politique d'immigration commune, de faire le tri dans un ensemble de directives, de projets de législation européenne qui, pour certaines, ne correspondent plus aux priorités d'aujourd'hui ou sont enlisées depuis des années, faute d'un accord suffisant entre les États membres. Nous partageons la démarche générale qui est très audacieuse, qui vise à la simplification, à l'efficacité et qui a amené Jean-Claude Juncker à annoncer que 80 textes de projets de directive seraient mis de côté pour ne pas encombrer l'agenda européen. Mais, et vous avez parfaitement raison de le souligner, Madame la Présidente, cet exercice ne doit pas se transformer en un acte de renoncement de la part de la Commission européenne sur des domaines où nous avons absolument besoin d'agir ensemble. Et vous avez raison de rappeler que les propositions qui ont été faites concernant plusieurs législations environnementales posent un problème. C'est pourquoi, dès avant l'adoption de ce programme, à titre d'alerte, Madame Ségolène Royal, vous l'avez rappelé, avec d'autres ministres de l'Environnement, a adressé une lettre au président de la Commission européenne pour lui dire que nous n'accepterions pas de renoncer à avancer sur ces sujets. Et moi-même, hier, lors de la réunion du Conseil des affaires générales, qui réunit les ministres des Affaires européennes, j'ai demandé, avec le soutien de plusieurs autres États, que la Commission reconsidère sa décision parce que les deux directives que vous avez mentionnées, celle sur la qualité de l'air et celle sur l'économie circulaire, c'est-à-dire sur la façon notamment de retraiter les déchets, sont absolument essentielles. Et donc, nous demandons à la Commission, tout en respectant le fait qu'elle a le monopole de l'initiative, de reconsidérer ses positions et de remettre ces deux sujets à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Mignon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, le traité de Lisbonne prévoit l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Je considère personnellement que c'est une avancée considérable qui permettra une protection des droits de l'homme sur l'ensemble du continent européen. Monsieur le Premier ministre, nous aimerions savoir aujourd'hui où en sont ces négociations qui ont été difficiles à mener dans l'année 2013 et j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'un certain nombre d'États bloquaient cette adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque cela sera chose faite, l'Union européenne aura également la possibilité et même l'obligation de faire élire un juge qui le représentera au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, un certain nombre de questions légitimes d'ailleurs se posent sur le fonctionnement même de cette Cour. La Cour de justice de l'Union européenne, afin de désigner, de sélectionner ses juges, a mis en place le comité 255 et qui donne des résultats qui sont efficaces. Nous avons, avec Jean-Paul Costa, l'ancien président français de la Cour, mis en place un panel de manière à sélectionner les juges. Est-ce que ce panel aujourd'hui est suffisant?
Force est de constater que non, car encore un certain nombre de pays présentent des candidats juges qui ne répondent pas forcément à tous les critères, notamment celui des langues. Donc j'aimerais savoir si la France, au sein du comité des ministres du Conseil de l'Europe, entend faire entendre sa voix afin qu'on puisse véritablement traiter ce problème que nous n'avons pas traité ni à Interlaken, ni à Izmir, ni à Brighton. Il y a aussi un coût important pour faire fonctionner cette Cour. 2 chiffres, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est 355 millions, alors que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est aujourd'hui 67 millions. Ce qui veut dire que nous ne pouvons plus fonctionner comme nous fonctionnions il y a une 50aine d'années lorsqu'elle a été créée. Merci beaucoup de votre réponse. Merci, Monsieur Mignon. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Claude Mignon, vous savez, j'ai reçu la semaine dernière Anne Brasseur qui préside l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est une institution que vous-même vous avez présidée. Nous avons fait le tour de ces questions avec elle. Vous m'interrogez donc sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Vous savez que les représentants des pays membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne ont finalisé en avril 2013 ce projet d'adhésion. Ce projet contient 4 textes, un projet de rapport d'adhésion, un projet de rapport explicatif, un projet de déclaration, ainsi qu'un projet de règles qui serait susceptible de s'ajouter aux règles du comité des ministres. Vous savez également, sans aucun doute, que le projet de rapport d'adhésion contient des dispositions qui visent à préciser la portée de l'adhésion, mais également la compatibilité avec les protocoles ainsi que les réserves qui sont admissibles. Dès demain, la Cour de justice de l'Union européenne va se prononcer sur la compatibilité entre ce projet d'adhésion ainsi que les traités de l'Union européenne. Ensuite, évidemment, les pays membres de l'Union européenne devront se prononcer à l'unanimité et la ratification sera effectuée selon les règles internes de chaque pays. Pour ce qui concerne la nomination des juges, vous savez que le protocole 14 modifie la Convention et ce protocole indique que les juges seront élus pour 9 ans, qui ne seront pas rééligibles, que leurs fonctions arriveront à terme à l'âge de 70 ans et qui ne pourront être relevés de leurs fonctions que si 2/3 des juges se prononcent en ce sens. Mais vous avez raison, il nous faut être très très attentifs sur les conditions d'indépendance et de qualité de ces juges. Et quant aux moyens, le ministère des Affaires étrangères est très mobilisé sur la nécessité effectivement d'accroître les moyens pour assurer l'effectivité de l'action du Conseil de l'Europe et des pays de l'Union européenne. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Michel Lesage. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Dans un an, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la COP 21. C'est donc avec une attention particulière que notre pays et son gouvernement ont suivi le déroulement de la COP 20 qui vient de s'achever à Lima, au Pérou. Lima n'a pas vraiment répondu à nos attentes. En 2015, en tant que pays hôte, il nous revient de coordonner l'agenda et le contenu des discussions climatiques qui se tiendront au cours des prochains mois. Le gouvernement met tout en œuvre pour faire avancer les négociations, apaiser les tensions concernant notamment le clivage nord-sud et essayer d'avancer sereinement en vue d'aboutir à un accord qui satisfasse tout le monde l'année prochaine. Chers collègues, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Le regret visionnaire du président Chirac en 2002 est en train d'être dépassé. La prise de conscience se concrétise de plus en plus. La France, comme 10 autres pays européens, ça a été dit à l'instant, regrette la décision de la Commission européenne de ne pas inscrire à son agenda le paquet législatif économie circulaire présenté en juillet dernier, un paquet ambitieux. Néanmoins, notre pays avance, notamment en ayant voté la loi de transition énergétique et prochainement la loi biodiversité début 2015. Chacun doit poser sa pierre à l'édifice. La France et l'Europe comptent y prendre toute leur place avec l'organisation de la COP 21 à Paris. Les autres États membres, le réseau diplomatique européen, les institutions européennes seront des alliés décisifs pour faire de Paris 2015 une réussite au service de l'humanité. Monsieur le ministre, notre pays veut être au rendez-vous de l'histoire. La lutte contre le réchauffement climatique est un combat universel, un combat de régulation. Et, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment notre pays prépare ce grand rendez-vous international de 2015 ?
Merci, Monsieur Lesage. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, quel est l'objet de la COP 21 qui aura lieu l'année prochaine, à peu près à cette date, au mois de décembre, et qui sera la plus vaste réunion diplomatique jamais organisée en France, puisqu'il y aura 20 000 délégués, 20 000 invités, 3 000 journalistes, c'est dire l'ampleur de ce qui nous attend. 3 objectifs. Premier objectif, poser le premier accord mondial qui engage les 196 pays à agir pour que la température n'augmente pas de plus de 2 degrés compte tenu des gaz à effet de serre. Deuxième objectif, quelque temps auparavant, chaque pays aura dû fournir ses engagements en ce qui concerne cet objectif et il s'agira de les juger. Et troisième objectif, ce que nous appelons l'agenda des solutions, on demandera aussi aux grandes collectivités locales, régions, villes et aux entreprises et aux secteurs économiques de dire ce qu'ils peuvent faire dans le même sens. Lima a montré que tout cela est très difficile. Mettre d'accord 196 pays, la différence nord-sud, vous l'avez dit, beaucoup d'autres sujets. Et donc la présidence française, en liaison avec l'Europe et avec les autres pays, devra déployer toute son énergie pour y parvenir. C'est évidemment un enjeu immense. Vous avez rappelé la phrase du président Chirac, mais depuis, il faut bien dire que les choses ne sont pas améliorées et que c'est l'existence même d'une planète vivable qui est en jeu. Je compte beaucoup aussi sur la diplomatie parlementaire et je vous ferai des propositions précises pour nous y aider. En tout cas, soyez sûrs que c'est l'objectif numéro 1 en cette matière de tout le gouvernement et en particulier de la diplomatie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Joachim Pueyo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Monsieur le ministre, notre majorité a placé la réorientation européenne au cœur de son action. Notre doctrine est simple. L'Europe est centrale dans la résolution de la crise, mais pour jouer pleinement son rôle, elle devrait s'efforcer de sortir du statu quo qui abîmait son projet. Depuis 2012, la France est à pied d'œuvre pour construire des alliances permettant d'explorer de nouvelles dimensions. C'est le cas avec l'assouplissement de la politique monétaire, taux d'intérêt historiquement bas et baisse de la parité euro-dollar. C'est le cas avec l'union bancaire et la taxe sur les transactions financières qui permettent de tirer les leçons de la crise. C'est le cas aujourd'hui, bien évidemment, avec le plan de relance de 315 milliards d'euros engagé par la commission Juncker pour relancer la croissance et l'emploi. De quoi s'agit-il? D'accélérer les projets d'investissement aux 4 coins de l'Europe. La France a déjà recensé 32 projets pouvant être intégrés au plan Juncker pour un montant de 48 milliards d'euros. Innovation, numérique, usines pilotes de nouvelle génération, rénovation urbaine, transition énergétique et rénovation thermique, développement des infrastructures de transport, ce programme est vraiment ambitieux. Avec le plan de relance de 315 milliards d'euros, l'Europe montre que le message des élections de 2014 a été entendu. Monsieur le ministre, le plan Juncker est une étape décisive dans la réorientation européenne. Sa réussite doit permettre de démontrer ce que l'Europe peut faire concrètement et par la même occasion d'engager l'Union dans une dynamique de croissance. Ce sujet est au cœur des discussions du Parlement et du Conseil européen cette semaine. La France prendra toute sa part aux discussions à venir. Pouvez-vous nous indiquer quels seront les objectifs de la France en la matière? Merci, Monsieur Pueyo. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joachim Pueyo, ce plan d'investissement de 315 milliards d'euros proposé par la Commission sera, comme vous venez de l'indiquer, présenté demain à l'adoption du Conseil européen. C'est un succès pour la France qui a souhaité que l'investissement soit désormais au cœur de l'agenda européen. C'est un élément absolument majeur de la réorientation des politiques européennes. La priorité aujourd'hui, c'est l'investissement, ce n'est pas l'austérité. C'est le soutien à des projets structurants pour l'avenir de l'Europe. Alors ce plan, il repose sur 3 piliers. D'une part, un fonds européen pour les investissements stratégiques qui, grâce à la garantie du budget de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement, doit permettre de lever ces 315 milliards d'euros.
Deuxièmement, une réserve de projets à forte valeur ajoutée européenne. Nous-mêmes, nous avons présenté des projets, les autres pays également. Et troisièmement, des mesures d'amélioration de l'environnement réglementaire pour rendre cet environnement plus favorable aux investissements, en particulier dans des domaines comme le numérique, l'énergie, etc. Notre premier objectif, d'abord, c'est l'adoption rapide de ce plan. Donc ce que nous souhaitons, c'est que demain, le Conseil européen donne mandat à la Commission de présenter dès le mois de janvier une proposition législative qui puisse être adoptée par le Parlement et le Conseil européen d'ici au mois de juin. Deuxième objectif, c'est de pouvoir renforcer ce plan. Comme cela a été indiqué par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, nous souhaitons que des contributions budgétaires des États ou des apports des banques publiques d'investissement, comme la BPI France ou la Caisse des dépôts ou la KfW allemande, puissent venir étayer ce fonds et l'élargir. Troisième objectif, c'est d'obtenir le soutien pour de bons projets français. Nous avons donc présenté déjà une première liste indicative. Il y a des projets qui concernent par exemple le Grand Paris, des projets aussi transversaux qui peuvent concerner la modernisation de notre tissu économique, l'aide aux PME qui innovent dans le numérique, dans la transition énergétique. Voilà les objectifs que nous nous fixons. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en l'espace de 7 mois, la Cour européenne des droits de l'homme vient d'infliger 3 camouflets à la France qui touchent dans tous les domaines à des points centraux de son droit et de ses institutions. En juin, la famille. La Cour impose à la France de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger dans l'état civil français. En juin, la même Cour va exiger de nos armées, Monsieur Le Drian, l'installation de syndicats de soldats. Et ce 4 décembre, cerise sur le gâteau, dans 2 arrêts absolument ubuesques, Alice Hamadar et Hassan contre France, la Cour européenne impose à la France de payer 52 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par des pirates somaliens qui avaient eu le tort d'agresser des bateaux français dans le golfe d'Aden et que des soldats français avaient interceptés. Cette jurisprudence est d'autant plus insupportable que dans chaque cas, le gouvernement français n'a pas fait appel et d'autant plus insupportable aussi que la Cour est totalement asphyxiée. 800 millions d'Européens peuvent saisir directement la Cour. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 60 000 requêtes pendantes chaque année supplémentaires et 150 000 requêtes pendantes. Donc la question qui se pose dans ce Parlement, mais pas seulement, je pense au Parlement britannique ou au Parlement suisse et à d'autres, c'est que pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, de cette jurisprudence au moment de ce divorce entre les peuples et les institutions européennes? Que pensez-vous de cette jurisprudence d'un gouvernement des juges autoproclamé et que personne ne contrôle? C'est ça le sujet sur lequel nous aimerions vous interroger. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Lellouche, Monsieur le Ministre, vous avez été en charge des affaires européennes et vous connaissez parfaitement le fonctionnement des institutions européennes. Et vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme, qui fonde ses jugements sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, que les pays membres ont signé et ratifié, et la France s'honore de l'avoir fait et d'avoir été un des pays remarquables qui ont signé et ratifié cette convention. Ces jugements sont fondés sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Et souvent, cette convention contribue à préciser les libertés et les devoirs qui protègent nos concitoyens. Vous savez, Monsieur le Ministre, que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle siègent d'ailleurs magistrats français, vous le savez parfaitement, de très grande qualité, et les magistrats étant désignés par les pays membres, que les décisions sont respectueuses des droits de ces pays. Par exemple, lorsque vous évoquez la décision sur la famille, la Cour européenne a pris la peine de distinguer la situation des parents de la situation des enfants, ce qui ne remet nullement en cause la souveraineté de la France de définir ou non, d'autoriser ou d'interdire, par exemple en l'occurrence la gestation pour autrui, et ce qui lui laisse donc la totale liberté d'introduire, de maintenir dans son droit
pas cette interdiction absolue. Donc je crois que le divorce que vous évoquez, qui effectivement est lié souvent à une méconnaissance du fonctionnement des institutions européennes, nous y contribuons lorsque nous laissons croire qu'il y a de l'opacité. Et je ne pense pas qu'il soit sain, ni pour la démocratie française, ni pour l'Union européenne, que nous puissions contribuer à faire croire qu'il y a de l'opacité. Les pays contribuent. L'Europe, c'est un rassemblement de pays. Les pays contribuent. Et si les pays sont très impliqués, ce que ce gouvernement fait régulièrement, parce que tous les ministres vont régulièrement à tous les conseils des ministres, c'est nous qui contribuons à élaborer ces lois. La parole est à Madame Martine Carillon-Couvreur. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. L'Union européenne a édifié par sa Charte des droits fondamentaux du 7 novembre 2000 les fondations d'une société inclusive où toutes les personnes en situation de handicap doivent trouver leur place. La ratification par les instances communautaires de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le 5 janvier 2011, engage les États à garantir et à promouvoir le plein exercice de l'ensemble des libertés fondamentales protégées. Parmi ces libertés, l'article 9 consacre l'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, au transport, à l'information et à la communication. La France, mondialement identifiée pour son engagement en faveur de la défense des droits de l'homme, doit devenir le modèle d'une nation pleinement inclusive. La Conférence nationale du handicap, qui s'est tenue jeudi dernier à l'Élysée, sous l'égide du Président de la République, dans le prolongement du comité interministériel de septembre 2013, constitue le symbole de cette ambition collectivement partagée. Le Président vient d'ailleurs d'officialiser son caractère annuel pour que tous les acteurs publics et privés se mobilisent en ce sens. Cette conférence a permis de faire émerger les grandes orientations politiques à mettre en œuvre pour la jeunesse, l'emploi, l'accès aux soins et l'accessibilité universelle. Sur ce dernier point, nous attendons que les ordonnances respectent les conclusions de la grande concertation nationale conduite durant 3 mois avec l'ensemble des acteurs concernés. Pouvez-vous nous confirmer, Madame la Ministre, la conformité de ces ordonnances à l'esprit de la loi d'habilitation et que, sous votre impulsion, la France poursuivra ses engagements pour devenir une nation accessible et inclusive dans le respect des textes internationaux? Merci Madame. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martine Carillon-Couvreur, vous citez la Charte des droits fondamentaux du 7 novembre 2000 de l'Union européenne et la Convention de l'ONU des droits des personnes handicapées, et je vous en remercie. Vous citez également l'article 9 qui est extrêmement précis et qui dit que les États parties prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées l'accès à l'environnement physique, au transport, à l'information, à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. C'est précisément, Madame la députée, ce que nous faisons avec la mise en place des agendas d'accessibilité programmés, qui sont, je le rappelle, des calendriers pluriannuels précis et chiffrés. Et comme vous le savez, Madame la députée, nous sommes encore en train de travailler ensemble sur certaines améliorations de ce dispositif, avec vous et avec d'autres députés sur ces bancs. Selon les configurations, les agendas seront déposés en mairie ou en préfecture dans un délai de 12 mois à compter de la publication de l'ordonnance. Un formulaire CERFA particulièrement simplifié permettra de formaliser l'agenda. Les services de transport public devront aussi élaborer un schéma directeur d'accessibilité et un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est créé par l'ordonnance. Ces ressources proviendront des sanctions prévues par le nouveau dispositif. Sans les agendas d'accessibilité programmés, la mise en accessibilité de notre pays n'avancerait pas, chacun le sait ici. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un report de la loi de 2005, il s'agit de se donner les moyens de l'application de cette loi de 2005. Alors oui, nous respecterons le projet de loi d'habilitation et l'ordonnance, et je sais pouvoir compter sur vous et sur le dialogue que nous avons établi pour pouvoir améliorer ensemble ce qui peut l'être, et pour permettre une accessibilité concrète en France dans le respect de la Convention ONU des droits des personnes handicapées. Et comme prévu, le projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé et débattu devant le Parlement La parole est à début Monsieur 2015. François Vanson. Bravo, très bien.
Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a quelques semaines, la Commission européenne octroyait à la France un sursis de quelques mois avant de rendre un avis définitif sur son budget et de décider ou non de sanctions. Cette décision, loin d'être anodine, engage la responsabilité de la France. Sans la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires, déjà engagées par bon nombre de nos voisins européens, notre pays risque d'être sanctionné. Outre les sanctions économiques, qui risquent d'être très impactantes compte tenu de notre mauvaise santé financière, c'est la crédibilité même de la France qui est en jeu. Le déficit est reparti à la hausse en 2014 et plutôt que d'engager immédiatement les réformes structurelles nécessaires, vous avez décidé de reporter l'objectif des 3% de déficit en 2017. Par ailleurs, vous présentez le projet de loi Macron comme la loi de réforme et de croissance afin de répondre aux demandes et aux exigences de la Commission européenne. Cependant, on ne peut que regretter de ne pas y voir figurer des réformes pourtant plusieurs fois esquissées par votre ministre de l'économie sur la durée du travail, sur l'assurance chômage ou encore sur le contrat de travail. Il est donc à craindre que les mesures contenues dans ce texte que nous discuterons en janvier ne soient pas suffisantes pour convaincre Bruxelles. Aussi, Monsieur le Premier ministre, et sans aucun esprit polémique, ma question est très simple. Que se passera-t-il au mois de mars, une fois que le délai accordé par la Commission à la France sera dépassé? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député François Vanson, la Commission, contrairement à ce que vous dites, s'est donné quelques mois pour pouvoir apprécier, et elle a raison de vouloir le faire, la situation exacte, non pas de la France, mais de plusieurs pays européens qui aujourd'hui méritent évidemment son attention. Je n'ai aucune inquiétude, je n'ai aucun doute. La France respectera les règles qu'elle s'est imposées, que nous nous sommes imposées, et la Commission n'aura pas évidemment, et je trouve tout à fait dommageable que dans cet hémicycle vous présentiez l'Europe ainsi, n'aura pas à sanctionner tel ou tel pays. Monsieur le député, j'aimerais vous inciter à regarder le plus important. Les questions comptables sont toujours importantes, le respect des règles est nécessaire, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui décisif? C'est la situation économique de la zone euro. C'est cette situation économique qui se résume très simplement. Une trop faible croissance, une trop faible inflation et un trop fort chômage pendant trop longtemps. C'est à cette situation, au niveau de la zone euro et donc dans les principaux pays de la zone euro, dont la France, qu'il faut aujourd'hui répondre. Et c'est sur ce point-là qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons, nous la France, à prendre nos responsabilités, en particulier dans le domaine des réformes en profondeur, qu'elles touchent la société ou qu'elles touchent l'économie. Nous mettons en œuvre, Emmanuel Macron va porter devant vous un débat de réforme, non pas parce qu'on nous y obligerait, mais parce que c'est bon pour la France, c'est bon pour notre économie, c'est bon pour notre entreprise et c'est bon pour notre société. Et la deuxième chose, c'est que nous devons faire en sorte que le rythme de réduction des déficits, que les contractions budgétaires ne soient pas contraires aux besoins de stimulation budgétaire de notre économie. Nous voulons de la croissance, nous voulons de l'emploi, c'est ça le plus important pour l'Europe. La parole est à Monsieur Christophe Léonard, et à lui seul. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le ministre, dans une Europe en défaut majeur d'harmonisation fiscale, sociale et environnementale, la compétitivité de la France est fragile. C'est pourquoi, alors que Jean-Claude Juncker a présenté le 26 novembre dernier son plan de relance européen sur 3 ans, de 315 milliards d'euros d'investissement, fondé sur un hypothétique effet de levier, il est primordial que notre économie soit suffisamment armée pour faire face à la concurrence intra-européenne débridée. S'agissant des secteurs industriels, où les stocks constituent la majeure partie du besoin de financement à court terme, l'accès au crédit bancaire est de fait indispensable. Or, en France, les banques
sont réticentes à s'engager dans le financement des stocks car deux régimes du gage coexistent dans notre législation, tant dans le code civil que dans le code du commerce, sans que la jurisprudence ait été en capacité d'en uniformiser la mise en œuvre. À titre d'exemple, le département des Ardennes, leader européen de la production de traversins en bois pour les infrastructures ferroviaires, mais aussi fleuron de l'industrie française du cuivre, avec le groupe européen de taille mondiale KME implanté à Givet, souffre d'une insuffisance économique chronique en comparaison avec l'Allemagne notamment, qui permet le gage sur stock sans dépossession en garantie de financement. Dès lors, quelles sont les intentions du gouvernement pour lever les freins juridiques actuels et développer des outils de financement des stocks favorables aux entreprises de notre pays? Au-delà de la nécessaire harmonisation concurrentielle avec nos voisins européens, il s'agit d'un élément structurel de compétitivité. Le Conseil national de l'industrie soutient cette évolution. Votre réponse n'en est que plus attendue, Monsieur le ministre. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Léonard, vous avez parfaitement raison d'insister sur le fait qu'il existe aujourd'hui, dans le mode de financement de nos entreprises, lorsqu'on les compare à nos principaux concurrents européens, une forme de distorsion de concurrence, puisqu'il n'est aujourd'hui pas possible de financer à travers des gages sur stock les entreprises, en particulier les PME et les TPE. Or, pour certaines parties de notre industrie, en particulier les entreprises qui utilisent des stocks de cuivre, mais aussi de fer, un tel financement serait extrêmement important et viendrait utilement compléter certains dispositifs existants aujourd'hui de notre appareil, en particulier le crédit bail. Aussi, vous l'avez rappelé, le Conseil national de l'industrie, dans les travaux qu'il a conduits avec Madame Prost, a proposé qu'une telle réforme puisse être apportée à nos modes de financement. Lors des assises du financement des entreprises, le président de la République lui-même a accueilli favorablement cette proposition. J'ai, dans la suite de ces assises, saisi les services du ministère afin que nous puissions techniquement, en lien d'une part avec les professionnels de l'industrie et la Fédération des banques françaises, travailler sur le sujet. Parce qu'il suppose de modifier, comme vous l'avez rappelé, 2 codes. Ces dispositions techniques sont en train d'être préparées et je propose donc que nous puissions modifier nos 2 codes afin de pouvoir mettre en place un tel système de financement et pouvoir prendre en compte ce mode de financement également dans les procédures collectives. Parce qu'il faut, dans toute la chaîne du financement, que cette modification puisse être intégrée. Il existe dans le projet de loi pour l'activité et la croissance des dispositifs qui permettent de procéder par amendement à un tel enrichissement du texte. Aussi, je vous propose, si tel est votre souhait, que vous puissiez, sur la base des travaux qui sont aujourd'hui engagés par mon ministère et des travaux que vous pourrez vous-même conduire, que de tels amendements puissent concrètement nous permettre d'améliorer le mode de financement de nos entreprises et de rendre nos entreprises, en particulier industrielles, plus compétitives en ayant accès à celui-ci. Merci. La parole est à Monsieur Didier Quentin. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, je reviens sur une question qui vous a déjà été posée par notre collègue Pueyo, mais la tonalité va peut-être en être un peu différente. À l'initiative de l'Allemagne et de la France, la Commission Juncker a présenté un plan de relance et de croissance pour l'Union européenne, doté de quelques 315 milliards d'euros, étalé sur 3 ans, soit environ 100 milliards d'euros par an. Or, en y regardant de plus près, il y a seulement 5 milliards d'euros tout de suite disponibles, alors qu'en parallèle, un effort supplémentaire de 4 milliards d'euros de réduction de dépenses publiques sera sans doute demandé à la France par la Commission européenne en mars 2015. Je répète, 5 milliards ou 4 à 5 milliards d'euros de réduction de dépenses publiques. Il s'y ajoute la chute des investissements à la suite de la baisse des dotations aux collectivités locales décidée par votre gouvernement de 3,7 milliards d'euros sur la seule année 2015. Nous atteignons ainsi des sommes bien supérieures à la part qui pourrait revenir à la France dans le cadre de ce plan de relance européen. Il en résulte malheureusement que ce plan, certes bienvenu dans son principe, ne constitue qu'une goutte d'eau pour éteindre la récession profonde dans laquelle l'Europe et la France se consument. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous qui faites actuellement la tournée des capitales européennes,
Je vous demande les initiatives que vous entendez prendre en liaison avec nos principaux partenaires européens pour améliorer la pertinence et l'efficacité de ce plan de relance et de croissance. Autrement dit, pour filer la métaphore, pour venir au secours de la maison Europe qui brûle, les pompiers semblent manquer d'eau. Alors, je ne conclurai pas en évoquant MacMahon, mais que d'eau nous manque. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Mais pas de l'eau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne sais pas si je vous apporterai toute l'eau nécessaire, mais en tout cas, je ne saurais suivre votre raisonnement qui consisterait à considérer que le sapeur camembert, d'un côté, réduirait les dépenses publiques en France et conduirait à accroître les dépenses au niveau européen. Les efforts que nous conduisons en matière budgétaire, vous les jugez trop souvent comme étant timorés. Et donc, nous cherchons partout où c'est possible à les faire en préservant la croissance et l'investissement. Et je crois que ça a été parfaitement démontré par mes collègues, messieurs Sapin et Eckert. En l'espèce, l'investissement en France est préservé et le plan Juncker n'a pas vocation à se substituer à celui-ci. Pour répondre précisément à votre question, monsieur le député, le plan Juncker, vous avez raison, est un début, mais il est insuffisant. Il y a 21 milliards d'euros qui sont mobilisables, les 5 milliards de la BEI et le reste qui viendrait des budgets communautaires. Il est clair qu'il faut mettre plus de pression à court terme pour que nous puissions avoir plus d'argent directement disponible et également une capacité commune à lever plus d'argent pour démultiplier cette capacité d'investissement public. Je l'ai dit, c'est ce que nous allons porter au niveau ministériel, au niveau gouvernemental, et c'est ce que le président de la République lui-même va porter au Conseil européen. Ce plus d'ambition au niveau de l'investissement, il est nécessaire. Ensuite, nous devons le décliner par des projets conjoints. Et vous avez raison, c'est ce que nous faisons avec nos partenaires italiens, avec nos partenaires espagnols lors du sommet qui s'est tenu il y a quelques semaines où des projets d'interconnexion seront présentés. Et c'est ce que nous portons également avec nos partenaires allemands. Nous nous sommes rendus avec Michel Sapin il y a quelques semaines en Allemagne. Nous avons défini une feuille de route commune qui a fait l'objet d'un document conjoint franco-allemand. Et demain, la chancelière et le président de la République présenteront des projets franco-allemands en matière de transition énergétique, en matière de numérique, en matière d'infrastructures qui, extrêmement concrets, auront vocation à faire des propositions au plan Juncker. Merci. La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances, il y a un peu plus de 15 ans, la gauche rassemblée portait la voix d'une taxe sur les transactions financières s'appuyant sur les travaux de James Tobin, à l'origine d'un formidable mouvement citoyen d'un autre partage des richesses. Le double objectif de cette taxe était et demeure de soutenir les pays en développement et de réguler un monde financier complètement fou. Cette volonté commune de dizaines d'ONG, de l'association ATTAC, des partis politiques progressistes en Europe, des forces syndicales, s'est heurtée à des pratiques détestables et mortifères de la part des banques et établissements financiers. La réalité, c'est que la finance, loin d'avoir été mise au pas, continue ces pratiques délétères où paradis fiscaux et produits dérivés sont encouragés au détriment de l'économie réelle. Il est vrai que la nomination du chef des voleurs dans l'affaire LuxLeaks à la tête de la Commission européenne conforte les apprentis sorciers à l'origine de la crise dans l'idée que tout est permis. Aujourd'hui, le courage serait de s'attaquer vraiment à cet ennemi sans visage. Une véritable taxe sur les transactions financières, étendue à tous les produits dérivés et une séparation effective des banques sont deux outils indispensables pour y parvenir. De toutes parts, ONG, médias, négociateurs des autres pays, il nous revient que la France est aujourd'hui l'un des plus grands freins à la régulation et à la mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières ambitieuse et efficace. Une étude a pourtant montré qu'elle pourrait rapporter à la seule France entre 10 et 24 milliards d'euros par an. Monsieur le ministre, ce n'est pas la gauche grecque qui menace l'Europe et son système financier. C'est le système capitaliste financier européen et ses pratiques irresponsables qui menacent aujourd'hui les peuples. Allez-vous enfin cesser de décourager nos partenaires européens et engager la France pour porter auprès d'eux la mise en œuvre d'une véritable taxation des transactions financières incluant tous les produits dérivés et aussi lever les freins à une véritable séparation bancaire? Merci. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Sansu. Merci de me poser cette question qui est un sujet à la fois important, qui n'est pas dans le débat public depuis aujourd'hui, mais depuis de nombreuses années. Et nous aimerions les uns et les autres qu'ils quittent le débat public pour rentrer dans la réalité publique. Soyons au moins d'accord et rassemblés sur ce point-là.
Est-ce que je peux vous redire ici clairement et fermement la position de la France, telle qu'elle était exprimée par ce gouvernement, par le président de la République, par les premiers ministres successifs au cours de ces dernières années? La France souhaite une taxation des transactions financières sur tous les produits dans tous les pays des 28 pays de l'Union européenne. Telle est la position. C'était d'ailleurs la position de la Commission et nous avons soutenu cette proposition de la Commission. Qui s'y est opposé? Pas la France, contrairement à ce que vous laissez penser. Qui s'y est opposé? La Grande-Bretagne, la Hollande, la Suède à l'époque, avec un autre type de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous souhaitions tous, dans les 28 pays, une taxe sur toutes les transactions financières, n'a pas pu voir le jour. Depuis lors, la France essaye, je le fais aujourd'hui à ma place de ministre des Finances, à moins nombreux, à 11 pays, avec ce qu'on appelle une coopération renforcée, mais il n'y a pas la Grande-Bretagne, principale place financière de notre Union européenne, il n'y a pas d'autres pays. Nous essayons de faire avancer cette belle idée pour qu'elle ne soit pas seulement une belle idée. J'ai fait des propositions pour avancer. Nous cherchons, Italiens, Allemands, Espagnols, des propositions pour avancer. Nous avons décidé qu'avant le 1er janvier 2016, une taxe sur les transactions financières serait mise en œuvre pour ces 11 pays-là. Nous l'avons décidé, nous proposons, nous avançons. Dès janvier prochain, je prendrai une nouvelle initiative pour faire en sorte que cette belle idée devienne une réalité. Merci. La parole est à monsieur Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Il y a quelques mois, devant la représentation du MEDEF, vous avez crié votre amour pour les entreprises. Nous sommes bientôt à Noël et il serait intéressant peut-être de reprendre cela et de leur apporter une preuve d'amour. J'aimerais attirer votre attention sur le DUER, qui est le document unique d'évaluation des risques, qui dit notamment document unique, et qui complexifie une fois de plus la tâche de nos entreprises. Le DUER est la traduction française d'une directive européenne, merci de nous quitter, Monsieur le Premier ministre, qui vise, ce qui est louable, à améliorer et réduire les risques professionnels. Je ne conteste pas, et personne ne conteste l'enjeu, mais je conteste par contre la méthode qui crée une usine à gaz de plus, qui fait peser sur l'échelle d'entreprise une contravention de 5e classe avec possibilité de poursuite pénale. Pendant le même temps, l'Allemagne, soumise à la même directive, a mis en place un dispositif avec des normes souples, non directement contraignantes pour leurs entreprises. Ainsi, le caractère incitatif du dispositif allemand, contrairement au dispositif répressif français, est d'un esprit bien différent. Alors que l'Europe est décriée, on se rend compte que c'est en fait notre haute administration qui vient complexifier des normes, des directives européennes, alors qu'on ne lui demande rien et qui vient aujourd'hui embêter les chefs d'entreprise dans leur quotidien. Alors pendant que le président de la République annonce à force de médias un grand choc de simplification, j'aurais envie de vous demander, puisque le Premier ministre est parti, Monsieur Macron, reprenez la main sur ce sujet et aidez véritablement les entreprises de notre pays plutôt que de leur casser les pieds. Merci. La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci, Modérez Monsieur le Président, votre joie, Mesdames et s'il vous Messieurs les députés. Monsieur le député Yves Nicolin, comme vous venez de le rappeler, le texte en question est la transposition, la conséquence de la transposition d'une directive européenne relative à la protection des travailleurs. Il s'agit de la directive 89/391 qui donc date de 1989. Cette directive a été transposée en France en 2001. Elle porte sur un principe que je crois nous partageons tous. D'ailleurs, vous n'avez pas mis en cause le fond même de cette directive qui s'applique dans l'ensemble de l'Union européenne, qui est de faire une bonne évaluation des risques auxquels sont soumis les travailleurs, parce que c'est un élément fondamental de la santé au travail. Et il s'agit donc d'éviter la multiplication des accidents du travail. Il y en a énormément en Europe et ils ont été considérés comme justifiant de prendre des mesures de protection et les prendre d'une façon relativement harmonisée dans toute l'Europe, parce qu'il ne doit pas y avoir de dumping social, de concurrence déloyale sur la santé et sur les risques d'accidents au travail. Les documents d'évaluation des risques qui sont demandés par la directive européenne doivent être consultables par tous les salariés, mais aucun modèle n'a été imposé. C'est chaque pays qui, dans sa loi de transposition, a mis en œuvre les documents d'évaluation en question. Il y a donc
plus de 10 ans en France, et donc plusieurs gouvernements sont passés depuis la transposition de cette directive, qui ont vécu avec cette directive. Il est vrai qu'il faut peut-être tirer comme leçon qu'on a besoin de normes européennes, mais peut-être pas de surtransposer les directives européennes. Il est donc tout à fait légitime d'examiner les conditions dans lesquelles nous transposons les normes européennes et les directives, parce que nous approuvons le fait qu'il y ait un certain nombre de protections communes, et s'il le faut, que nous réexaminions les documents qui pourraient mériter de l'être. Mais nous sommes attachés à ce que cette directive soit bel et bien en vigueur et qu'elle contribue à protéger les salariés des accidents du travail. Merci. La parole est à Madame Marie-Arlette Carlotti. Oui, ma question s'adresse à Alain Vidalis, ministre des Transports, et concerne la SNCM. Monsieur le ministre, ce n'est pas la première fois que dans cet hémicycle, les députés, sur tous les bancs, de Corse comme du continent, vous interrogent sur l'avenir de la SNCM. Cette entreprise, elle est fondamentale pour nous. Elle est fondamentale pour le développement du port de Marseille. Elle est fondamentale pour assurer la continuité territoriale entre Corse et le continent et pour développer économiquement la Corse et donc assurer ainsi une mission de service public. Mais j'allais dire plus encore, elle est vitale. Elle est vitale pour des centaines d'emplois de salariés de la SNCM ou de ses nombreux sous-traitants. Je ne veux pas revenir ici sur ce qui nous a amenés à cette situation. Nous le savons, elles sont inscrites dès 2006 dans les processus de privatisation de la société. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est l'avenir de l'entreprise. La SNCM a été placée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce. Et l'issue de cette procédure nous inquiète, car il est urgent de trouver très vite un repreneur. L'entreprise a des atouts, elle a des navires, elle a des compétences, elle a des salariés qui connaissent leur métier. Mais elle est sous le coup de 2 condamnations de l'Union européenne, qui est une effective, l'autre pas, mais qui relève quand même de 440 millions d'euros. Et plus encore, j'allais vous dire, monsieur le ministre, plus urgent, plus grave, c'est le transfert ou pas de la délégation de service public qui nous inquiète, car nous savons les services de la Commission bloqués sur ce point. Nous savons que si ça ne se produisait pas, ça écarterait toute perspective de reprise. Je vous sais, monsieur le ministre, extrêmement engagé dans les débats avec la Commission, déterminé dans les négociations que vous menez, et je vous en remercie. Permettez-moi de remercier votre prédécesseur également, Frédéric Fuvillier. Mais aujourd'hui, les salariés ont besoin d'être rassurés. Monsieur le ministre, je veux savoir où en sont les discussions avec la Commission et est-ce qu'elles peuvent aboutir? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés. Vous avez rappelé quelle était la situation de la SNCM, une entreprise qui fait des déficits depuis 10 ans, une entreprise qui a été privatisée dans des conditions qui ont amené la condamnation de la France au remboursement, dans 2 procédures distinctes, 400 millions, une entreprise qui a été amenée à déposer le bilan. Et une entreprise, c'est des hommes et des femmes, et c'est des salariés, et l'importance aussi pour la ville de Marseille et tout ce territoire. La question, vous l'avez bien posée, s'il peut y avoir un repreneur, non pas pour sauver l'ensemble de l'entreprise, mais un repreneur qui permettrait peut-être de sauver jusqu'à 800 emplois, il fallait que nous obtenions de la Commission européenne l'autorisation que la délégation de service public puisse être transmise à cet éventuel repreneur. Ces discussions ont été longues. J'ai été amené plusieurs fois à répondre qu'elles étaient difficiles. Elles ont été menées avec toutes les personnes concernées. Et je veux aussi remercier le président de la collectivité corse qui s'est associé à nos démarches. Je peux vous indiquer aujourd'hui que la Commission européenne vient de donner son accord pour que la DSP, la délégation de service public, en plusieurs lots, fasse partie de la reprise qui sera déposée dans le cahier des charges qui va être publié dans les heures qui arrivent par les administrateurs. C'est une étape importante. Elle n'est pas suffisante. Nous avons toujours à l'esprit à la fois de réussir cette transmission et aussi de travailler pour la défense des autres salariés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci. Monsieur le ministre Emmanuel Macron, les instances européennes devraient bientôt approuver le plan d'investissement pour l'Europe et établir un fonds européen pour les investissements stratégiques.
Ce plan doit viser des projets viables offrant une véritable valeur ajoutée pour l'économie européenne. Nous n'ignorons pas le contexte dans lequel s'est bâti le budget 2015 visant à réduire les dépenses publiques et le niveau d'endettement. L'Outre-mer entend et comprend cela, respectueux des engagements pris auprès des instances européennes, nous prendrons part à l'effort demandé à la nation. Dans le prolongement de votre loi, je reviens sur quelques propositions que j'ai transmises au gouvernement en mettant en avant les secteurs innovants sur lesquels nous espérons créer de la croissance et de la compétitivité. Sur la transition énergétique, la ministre de l'Environnement a très récemment pu vérifier sur place que nos réalisations pouvaient servir d'exemple. Concernant l'agriculture, nous n'avons pas le sentiment d'avoir quitté le modèle traditionnel, rhum, sucre, canne, pour aller véritablement vers un modèle de diversification agricole. Enfin, j'aimerais redire la nécessité d'investir réellement l'innovation et l'économie numérique, technopole, pépinière d'entreprise. L'Union européenne incite les régions ultrapériphériques à investir ces champs d'action. Cette volonté devrait d'ailleurs se formaliser dans les nouveaux POI 2014-2020. Faute de plan de relance dans l'investissement, nous subirons la réduction de crédit. Notre actualité est marquée d'incertitudes quant au financement du futur centre hospitalier en Guadeloupe, ou la grogne des avocats sur la suppression de la territorialité de la postulation. Le moral et le carnet de commandes des entreprises sont à des niveaux alarmants. Cette morosité ambiante tient plus du manque de visibilité sur les opportunités d'avenir que de la peur du changement. Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement des moyens supplémentaires dont nous avons besoin, mais surtout d'une nouvelle stratégie, d'un regard nouveau qu'il convient de porter sur l'outre-mer. Une plus grande concertation et une mobilisation des services permettrait d'obtenir des résultats sans avoir recours à de nouveaux moyens financiers. Le moment n'est-il pas enfin venu de renforcer la concertation en amont pour aller plus loin ensemble dans l'intérêt de nos territoires afin d'améliorer l'efficience des mesures prises? Merci. La parole est à Madame Georges Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harry Chalus, je partage un certain nombre de vos préoccupations concernant des difficultés dans les Outre-mer. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des questions sur l'eau qui nous préoccupent. Mais nous savons aussi que dans la dernière période, les moyens qui ont été mis à la disposition des Outre-mer ont significativement augmenté. Par exemple, et pour faire des projets structurants, pour la formation des hommes, pour le développement durable, eh bien, nous avons besoin de travailler ensemble de façon à ce que ces moyens soient utilisés du mieux possible. Je tiens à rappeler que l'outre-mer est une priorité pour ce gouvernement et que cette priorité, nous l'avons fait partager par les instances européennes. Aujourd'hui, mais ça, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est une priorité qui est absolument respectée. Ça se traduit d'ailleurs dans les crédits, puisque dans le PLF 2015, vous savez que les crédits alloués aux Outre-mer ont significativement augmenté. Pour les crédits européens, là encore, nous constatons une augmentation de l'enveloppe, puisque pour la Guadeloupe, dont vous êtes l'élu, les crédits vont progresser entre 2014 et 2020 de l'ordre de 15,5%. Pour les crédits du contrat de plan État-région, ce sera un effort annuel moyen de l'État qui va progresser de 27%. Autrement dit, nous avons aujourd'hui des moyens qui ne sont pas négligeables. Là où vous avez raison, c'est que nous avons besoin d'améliorer la concertation pour que la stratégie soit définie d'une manière concertée de plus en plus. Donc vous savez que je suis à la disposition des élus, nous travaillons ensemble et ensemble, nous ferons en sorte que les Outre-mer soient les bénéficiaires de la prochaine période. Merci Madame. La parole est à Monsieur Pierre Morel à l'huissier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous sommes habitués depuis l'élection de François Hollande à ce que les choses ne changent pas beaucoup. Pas de réformes structurelles alors qu'elles sont très nécessaires, critique permanente du bilan de la précédente majorité. Avec un tel programme, vous n'êtes pas prêt d'apporter des réponses concrètes aux questions que se posent aujourd'hui les Français. Le changement n'est clairement pas maintenant et on a bien compris que sur les sujets qui appellent des réponses immédiates, vous préférez la politique du statu quo. Lors de son discours de lundi sur l'immigration, le président de la République a exprimé pour la première fois depuis 2 ans et demi sa position. La défense des accords de Schengen à tout prix, quelle que soit la réalité de l'immigration en Europe, quels que soient les problèmes auxquels sont confrontés les pays européens et quelles que soient les solutions que l'on pourrait y apporter. Surtout, ne rien changer. Mais Monsieur le Premier ministre, réformer n'est pas un gros mot. Et la maîtrise des flux migratoires
commande de se poser de temps en temps des questions et de proposer. Loin des caricatures, plutôt que de relancer des débats pour rassembler la gauche, vous feriez mieux de rassembler les Français et d'engager la France dans une position volontariste sur la question des flux migratoires en Europe. Monsieur le Premier ministre, au-delà des beaux discours incantatoires, quelle va être la position de la France pour porter des solutions concrètes au niveau européen? Merci. La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Morel à l'huissier. J'entends dire, non seulement à l'extrême droite, mais également parfois de la part de responsables de partis républicains, qu'il faudrait abroger Schengen, que c'est Schengen qui ferait venir des immigrés en France, que s'il n'y avait pas Schengen, nous pourrions mieux maîtriser la politique d'immigration. Tout cela est absurde. D'abord, je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez à Calais des migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays qui est dans l'espace de Schengen, et que d'autres pays, à commencer d'ailleurs par celui-ci, accueillent beaucoup plus d'immigrés que la France. Schengen est au contraire un espace de coopération qui est absolument indispensable si nous voulons apporter une réponse solide aux problèmes migratoires. Nous sommes absolument convaincus qu'il faut non pas amoindrir, mais renforcer aujourd'hui les coopérations européennes en matière de contrôle aux frontières, que nous avons besoin de renforcer en particulier l'agence Frontex, les opérations en Méditerranée, mais aussi d'avoir une politique européenne commune pour la stabilité, pour le développement des pays de provenance et pour lutter contre les filières d'immigration clandestine. En ce qui concerne le droit d'asile, parce qu'il y a souvent des confusions, cela relève d'autres accords, les accords de Dublin, qui s'appliquent à tous les pays de l'Union européenne, y compris ceux qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Mais qu'il s'agisse des pays de l'espace Schengen ou des autres pays de l'Union européenne pour lesquels s'appliquent les conventions de Dublin, chaque pays est maître de sa politique d'immigration, peut choisir d'accueillir plus ou moins d'immigrés, selon des critères de regroupement familial, selon des critères économiques, selon des critères aussi de rayonnement. C'est pourquoi nous accueillons des étudiants étrangers. Et comme l'a dit le président de la République, c'est une force pour la France d'être capable d'accueillir et d'intégrer des immigrés autour des valeurs de la République, mais cette immigration doit être contrôlée, maîtrisée, et nous la maîtriserons plus en agissant en coopération avec nos partenaires européens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement sur des sujets européens est terminée. La séance est suspendue.